Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine pour l'histoire en matière de durcissement des politiques monétaires à travers le monde, avec une concentration très importante de réunions de banques centrales qui ont déjà commencé. D'ailleurs, on a vu la Riksbank, la Banque de Suède, relever ses taux ce matin de 100 points de base contre les attentes du marché. Et ce risque-là va se propager tout au long de la semaine. Une concentration donc inédite, historique en matière de hausse de taux, des hausses de taux d'une intensité toujours plus élevée qui vont être délivrées dans les prochains jours, avec des rendez-vous bien sûr comme la Réserve fédérale américaine demain soir. Et puis jeudi, une grosse journée pour les banques centrales G7 avec la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque nationale suisse ainsi que la Norges Bank, la Banque de Norvège, qui rendront leurs décisions de politique monétaire. Ce phénomène de resserrement global d'une intensité sans précédent, c'est évidemment le fait marquant de cette rentrée, de ce mois de septembre. Nous en parlerons largement avec nos invités dans un instant. Conséquence évidemment des attentes en matière de durcissement monétaire. La correction obligataire se poursuit. On touche de nouveaux sommets sur l'ensemble des courbes de taux, des taux courts aux taux longs, avec un 10 ans américain qui a désormais franchi les 3,50, le 10 ans allemand qui s'approche des 2%, le 10 ans français qui tourne autour de 2,50% et le 10 ans italien, une mesure du risque périphérique en zone euro, qui s'envole largement au-delà des 4%. On est à plus de 80 sur le 10 ans italien cet après-midi. Voilà pour l'ambiance de marché du moment. Les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Autant vous dire que les indices actions et les investisseurs actions ont du mal à résister à ce phénomène de durcissement monétaire généralisé, sans compter que les risques sur la croissance s'accumulent. Il faut donc gérer ces deux situations et sur les marchés actions, l'exercice est compliqué. Le CAC tente de résister autour des 6000 points en cette fin de séance. Voilà pour les sujets du jour. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur l'industrie du spatial et plus précisément l'industrie des satellites. C'est Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce secteur d'activité. Mais d'abord, les infos clés de marché avec Alix Nguyen. Alix, on termine dans le rouge et on risque de même terminer sous les 6000 points pour le CAC 40 ce soir. Oui, au terme d'une séance pour le moins instable, si le CAC a atteint une hausse de près d'1% ce matin, la remontada aura été de courte durée puisque le CAC est rapidement passé en territoire négatif. Le marché fait montre d'un maximum de prudence avant la décision monétaire de la Fed demain. Et la Banque de Suède, la Riksbank, la plus vieille banque centrale du monde, a fixé la barre ce matin en annonçant une hausse de 100 points de base de ses taux d'intérêt directeurs. Oui, un geste d'une ampleur inédite en près de 30 ans. L'institution reconnaît avoir été surprise par une inflation plus forte que prévue et dit s'attendre à une nouvelle accélération. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend après avoir franchi hier le seuil des 3,5% pour la première fois depuis 2011. Celui de l'échéance à 2 ans se rapproche du seuil des 4% pour la première fois depuis 2007. Et puis un indicateur de plus qui montre que l'épisode inflationniste en Europe notamment n'est sans doute pas terminé, avec une hausse record des prix à la production en Allemagne pour le mois d'août. Oui, c'est une hausse sans précédent. L'envolée des prix de l'énergie en est le principal facteur. L'indice a augmenté de 45,8% par rapport à août 2021. Sur un mois, il affiche une hausse de 7,9%. Le consensus prévoyait en moyenne une augmentation de 37,1% sur un an et d'1,6% sur un mois. Dans ce contexte de durcissement monétaire généralisé sur les marchés actions, on voit le secteur technologique qui reste le plus affecté aujourd'hui encore. Oui, c'est le cas à Paris de Capgemini, Téléperformance, Dassault Systèmes et ST Microelectronics qui évoluent dans le rouge. On remarque aussi la progression du titre de la Française des Jeux sous l'effet d'une annonce selon laquelle l'entreprise est en négociation exclusive en vue du rachat du deuxième opérateur du marché français.
des paris hippiques en ligne The Turf. Et puis, conséquence des effets de change, et notamment des effets de change face au dollar, le prix des applications Apple en France sera bientôt plus cher. À partir du mois prochain, dans l'ensemble de la zone euro et dans certains pays d'Europe, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud, Apple va augmenter les prix des applications et des achats intégrés sur son App Store. Apple a pris cette décision du fait de la faiblesse des monnaies de ces pays par rapport au dollar. Et puis enfin, à noter que fort de chute, l'entreprise a déclaré que sur le troisième trimestre, ses coûts d'approvisionnement augmenteraient d'environ $1 milliard de plus que prévu. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché en direct à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche de BFT-IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégory. Ravi de vous retrouver sur ce plateau aux côtés de Frédéric Rosier ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégory. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Et Didier Borowski également avec nous ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche politique macro au sein de l'Amundi Institute. Je trouve que cette semaine est intéressante parce qu'effectivement, alors on parle banque centrale bien sûr, on a souvent tendance à analyser les décisions de politique monétaire une par une, banque centrale par banque centrale, mais c'est vrai que cette semaine est assez symbolique du point de vue global. On va bien voir tout au long de la semaine, avec les multiples décisions de politique monétaire qui vont être rendues, on va bien voir l'intensité du resserrement monétaire généralisé, avec une concentration sans doute inédite de hausses de taux, et des hausses de taux d'une ampleur historique qui vont être délivrées là, dans les prochaines heures et les prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce phénomène global ? Et si on reste sur le plan global, Jeanne, quelles conséquences en attendent dans les 6-12 prochains mois ? De voir autant de banques centrales monter aussi rapidement leurs taux avec une intensité aussi forte, qu'est-ce que ça produit comme résultat dans les 6-12 mois qui viennent ? Écoutez, je pense que au départ, l'ensemble des pays dans le monde ont subi 2 grands chocs. Des chocs inédits et mondiaux. Le premier, c'était le Covid. Donc, une première situation de quasi-guerre contre le Covid. Le deuxième, c'est la crise énergétique, conséquence de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, il s'enchaîne. Au départ, il a été considéré peut-être à tort que ces chocs seraient transitoires parce que, au fond, en tout cas pour la partie Covid, je pense qu'on a mésestimé le fait que la Chine maintiendrait une politique de Covid-0, que les chaînes d'approvisionnement seraient longues à se normaliser. Elles se normalisent aujourd'hui, mais on n'est pas encore revenu à la normale, donc c'est plus long qu'attendu. Et de ce fait, la plupart des économies sont soumises à des risques d'enchaînement prix-salaire, et on les voit à peu près partout. Donc ça surprend, je pense, les banques centrales. J'avais trouvé, alors cette semaine, il n'y a pas la BCE, mais j'avais trouvé très intéressant dans les dernières 2 réunions, donc les dernières réunions trimestrielles, les grandes, où on voit... Avec les nouvelles projections économiques. Avec les projections, donc celle de juin et surtout celle de mars, qui m'avait interpellée, parce que c'est un élément que je surveillais de près, c'est les salaires. Et là, on voit que déjà, c'était le cas en juin, la Banque centrale a remonté, mais de façon drastique, ses évaluations d'inflation salariale. Oui, mais pas seulement pour cette année 2023 et 2024. Donc, et là, on est face à un risque auquel la plupart des banques centrales sont confrontées. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la plupart. Plus le fait que le choc énergétique vient renforcer, parce que il y a des attentes de la part des salariés de voir des augmentations, que c'est difficile en plus dans une période où il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou mismatch. Ça marche pas. Il faut que les entreprises accordent des hausses de salaire partout. Donc, on se retrouve dans une situation assez inédite. Et on voit, alors je sais pas, moi je regarde 113 banques centrales dans le monde. Alors, pas sur l'aspect de l'intensité qui se rajoute, mais rien que sur l'aspect du sens. Est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils baissent leur taux ? On est sur un plus haut historique depuis 30 ans. Il n'y a que la Chine qui baisse ses taux en ce moment. Alors, effectivement,
J'en connais pas beaucoup d'autres. c'est ça. Non, il y a la Russie. La Russie aussi, c'est Voilà, vrai. il y a la Chine C'est et la vrai. Russie. Donc oui, effectivement, c'est inédit. Et maintenant s'ajoute le fait que elles continuent, je pense, d'être surprises par la dynamique d'inflation et par le fait que les anticipations sont de plus en plus, ne se normalisent pas. Et donc elles sont fortes et elles sont autoréalisatrices par définition. Et donc maintenant elles passent à un cap supérieur qui est l'ampleur. Donc la Riksbank a donné le ton, elle a donné le là cette semaine. Du coup, alors les probabilités pour la Fed, elles étaient aux alentours de 20-25% de probabilité qu'elle fasse 100 points de base. On imagine que ça va probablement monter un peu. On va voir ce qu'elle va faire demain. À mon sens, il y a quand même un intérêt à faire 100 points de base. Oui. C'est une question à laquelle on pourra répondre, mais encore une fois, si on regarde, Didier, le phénomène dans sa globalité, c'était un point qui était soulevé par un économiste associé du Peterson Institute il y a 48 heures, dans un papier qu'il a publié. L'idée est assez simple, c'est de dire, attention, parce que ce phénomène de durcissement monétaire global, généralisé, non coordonné, porte en lui-même des effets de second tour, des effets démultiplicateurs. C'est pas juste 1 + 1 = 2. C'est toutes les banques centrales en même temps. Et donc, selon lui, le risque, c'est qu'à un moment, on soit quand même surpris par la vitesse à laquelle l'inflation puisse décélérer si l'inflation est un phénomène global, au regard de l'intensité de la réponse qu'on va voir encore tout au long de la semaine. Mais c'est peut-être l'objectif. C'est peut-être l'objectif de faire justement décélérer l'inflation, de stopper peut-être un peu plus tôt les... Et puis deuxième élément, si on regarde la global picture, comme on dit, l'image globale, les banques centrales, en tout cas des grands pays avancés, ne font que commencer à reprendre ce qu'elles ont donné sur la décennie. On risque pas de s'infliger quand même une douleur excessive par rapport à... Mais les banques centrales ont d'abord un agenda, elles ont des cibles. Deuxièmement, elles ont été en excès d'accommodation monétaire au cours de la décennie passée, alors à juste titre, pour éviter des risques systémiques, etc. Mais on a utilisé le bilan, on a utilisé les taux d'intérêt réels négatifs en zone euro. On a maintenant une inflation, comme le disait Jeanne, qui commence à s'ancrer. Il y a des risques de dérapage salariaux, d'ancrage des anticipations d'inflation. Et les taux d'intérêt réels sont quasiment historiquement négatifs. Donc, moi, mon sentiment, c'est que quand vous avez des taux d'intérêt réels aussi faibles, il est naturel pour les banques centrales de vouloir normaliser ou doter de l'accommodation monétaire. Alors, il y a un risque de mal caler, de mal calibrer la normalisation monétaire et d'aller un peu trop loin. Mais c'est quoi le risque d'aller un peu trop loin? Fondamentalement, c'est de faire un ralentissement économique un peu plus prononcé. Peut-être, mais fondamentalement, le ralentissement économique qu'on voit aujourd'hui poindre en Europe, il n'est pas lié du tout au durcissement des conditions monétaires. Non, bien sûr donc, que non. Fondamentalement, pas plus que les 2 trimestres négatifs aux États-Unis en début d'année. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, le durcissement des conditions monétaires. Je pense que les banques centrales adhèrent au narratif qui consiste à dire les conditions monétaires sont toujours excessivement accommodantes. Elles le sont toujours, au sens historique du terme. Il est nécessaire de remonter au moins les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt vers leur taux neutre, remettre les taux d'intérêt réels sur une jambe, en territoire positif. Et alors, elles ne vont pas le faire du jour au lendemain, mais elles veulent aller dans cette direction pour ancrer les anticipations d'inflation. Au risque d'accélérer, en effet, alors ça c'est vrai, l'argument est juste, c'est quand tout le monde fait la même chose en même temps, on sous-estime historiquement toujours les effets croisés, multiplicateurs, qui transitent par le commerce, qui transitent par... En effet, il y a ce risque. Mais je crois que les banques centrales, au jour d'aujourd'hui, sont prêtes à le prendre pour éviter le scénario années 70. Il n'y a rien de coordonné dans le... Non, il n'y a rien de coordonné. C'est ce que je veux signaler aussi. C'est qu'il y a un choc commun pour des raisons diverses et variées sur l'inflation. Il a été plutôt dans les pays émergents. Les États-Unis, c'est davantage lié à l'excès de demande. C'est un choc d'offres majeur du côté de l'Europe. Mais il y a des points communs quand même. Il y a des facteurs communs derrière ça. Et il y a des travaux qui montrent que les anticipations d'inflation n'anticipent rien. Non. Elles sont en réalité un indicateur retardé de l'inflation. Oui. Et si les anticipations d'inflation sont un indicateur retardé de l'inflation, alors le risque pour les banques centrales, c'est de les voir en effet déraper, si elles n'en font pas assez. Et les voir déraper, c'est avoir un effet sur les négociations des contrats salariaux, dans un environnement en effet inédit, où on voit, notamment en France, mais pas seulement, des segments de marché du travail où il y a des pénuries, d'emplois, donc il y a des capacités de négociation des salaires qui sont plus élevées que ce à quoi on aurait pu s'attendre il y a encore 6 mois. Par conséquent, il faut que les banques centrales soient très vigilantes, c'est normal. Alors, les arbres ne montent pas au ciel, quand elles auront atteint leur taux neutre ou légèrement surréagi par rapport au taux neutre, disons aux États-Unis ou en zone euro, d'ici le début 2023, va s'en suivre une longue pause monétaire, parce qu'il faudra voir les effets de l'action monétaire sur l'activité. Mais la première jambe est une jambe haussière sur les taux d'intérêt, qui vise à retirer de l'accommodation monétaire et à revenir à des conditions monétaires plus normales et des taux d'intérêt réels, entre guillemets, plus normaux.
Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est normal. Donc, dans le rythme des banques centrales, on est encore dans le risque d'en faire trop peu, pas assez vite, pas assez fort. On n'a pas encore basculé, selon vous, dans un risque de surréaction, d'over-tightening, emporté par le mouvement, parce que... Ce qu'on ne sait pas encore tout à fait, c'est s'ils veulent aller plus vite au taux neutre qu'ils ne l'anticipaient, ou est-ce qu'ils veulent vraiment excéder le taux neutre et se mettre vraiment en territoire restrictif. À ce jour, la Banque Centrale Européenne sera quand même limitée par les conditions économiques qu'on connaît, la récession qui va venir, etc. Donc elle a peut-être envie d'agir un peu plus vite pour pas être critiquée d'agir en pleine récession qui risque de venir au quatrième trimestre ou au premier trimestre. Maintenant, la marge de manœuvre pour la BCE d'aller bien au-delà dans une phase où il y aura une contraction d'activité, ça on peut en douter. Mais il est normal qu'une banque centrale respecte son mandat aussi. Et puis, si on remet les choses en perspective, remettons sur la décennie les choses en perspective, les banques centrales ont plus donné qu'elles ne sont en train de retirer. Et ce n'est pas la mission d'une banque centrale de donner en permanence des liquidités et de stimuler l'activité économique. Je ne sais pas, sa mission c'est d'assurer la stabilité des prix, d'assurer la stabilité du système. Qu'elles doivent donner ou qu'elles doivent reprendre, j'en sais rien, mais ce n'est pas dogmatique. Mais elles l'ont fait dans le sens de risque déflationniste en augmentant la taille des bilans. Si on pense à la Fed, la Banque du Japon, la Banque Centrale Européenne, il est naturel qu'au moment où on voit des pressions sur les prix, elles agissent aussi dans l'autre sens. Mais vraiment, on a en effet là un problème qui est un conflit d'objectifs entre politique monétaire et politique budgétaire. Pour en revenir là-dessus, mais ça c'est le vrai sujet qui se pose notamment en Europe. C'est le conflit d'objectifs. Frédéric, comment vous regardez déjà cette semaine, là, cette concentration plein de réflexions intense. À vrai dire, sur la Riksbank, c'est vraiment typiquement la banque qui panique, honnêtement, sans point de base. Ils ont fait 3 hausses de taux, 25, 50, mais là on est 100. sur un mouvement historique, en tout cas j'ai regardé. Seul le Canada au sein du G7 a monté ses taux de 100 points de base. C'est une hausse de taux d'un pays émergent habituellement. Oui, et surtout quand on connaît le taux d'endettement des ménages suédois, à plus de 40%, en taux variable, avec des crédits hypothécaires. Donc on est en train d'anticiper quasiment un vrai crack immobilier en Suède. On parle d'une contraction de 10 à 20% sur l'année. Donc vous imaginez, là c'est clairement la volonté de tout stopper avec des problématiques propres à chaque pays, en l'occurrence pour la Suède. On sait que prochainement ça sera en Europe avec notamment ce qui va se passer sur la dette italienne. Donc chaque banque centrale a son problème. Sur la réserve fédérale, elle est en retard. Je veux dire, clairement lorsqu'on regarde la dynamique d'inflation qu'on a salariale, avec les négociations qui sont en cours, on a des négociations de 10% dans certaines branches, jusqu'à 30% par exemple dans le transport. Ouais, mais c'est localisé ça. Globalement, les salaires réels sont en croissance négative. Oui, c'est en croissance, c'est clair. Mais là, on a une véritable accélération des négociations salariales. Donc là, l'impact, par exemple, pour nous, en tant qu'intervenants sur les marchés, c'est l'anticipation des BPA sur l'année prochaine, des bénéfices par action sur l'année prochaine. Comment voulez-vous être positif aujourd'hui dans vos anticipations ? En Europe, on passe négatif et aux États-Unis, on va passer négatif, clairement. Parce que pourquoi ? Tout simplement, c'est un impact direct sur les marges. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on voit sur les marchés. C'est-à-dire que cette inflation, cette remontée de taux, ça affecte bien sûr, évidemment, les valeurs de croissance. Les sociétés, effectivement, qui n'ont pas forcément cette capacité de pricing power, qui n'auront pas cette capacité à maintenir des niveaux de marge élevés. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de revoir à la baisse, honnêtement, les bénéfices par action sur l'année prochaine, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Ouais. Jeanne, vos commentaires, et puis si on regarde la Fed spécifiquement, pourquoi est-ce que 100 points de base peut être encore une décision appropriée demain ? Elle a quand même restauré en partie sa crédibilité. C'est pas sa première hausse de taux à la Fed. Elle a commencé en mars. Elle a déjà surpris en juin avec une réunion qui était particulièrement alambiquée en termes de communication et une trahison de la forward guidance 48 heures avant la décision pour faire 75 et pas 50. On est déjà passé par ce moment-là du côté de la Réserve fédérale. Est-ce qu'il faut à nouveau un moment comme ça demain pour la Réserve fédérale américaine ? Alors, moi, je vois un inconvénient qui est qu'on pourrait l'interpréter comme pour la Suède, c'est-à-dire elle panique. Ça, ce serait un très mauvais message pour les marchés. Ah oui. Après, il y a quand même des avantages. J'ai regardé un peu, vous savez, les fameuses règles de Taylor. Le truc qu'on regardait plus pendant 10 ans. Loin, là. Oui, mais c'est pas inintéressant de faire l'exercice. Et notamment en prenant soit les prévisions de la Fed sur ce que serait l'emploi. Alors, il y a l'emploi, le NERU, l'emploi non inflationniste, le taux de chômage non inflationniste. Il est, peut-être aux alentours de 4,5, quelque chose comme ça, 4,3, c'est à peu près ce qui est estimé. Le taux de chômage, lui, est à 3,7 aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'elle a une légitimité à aller, c'est elle qui est le plus légitime à aller relativement vite. Et quand vous regardez, si vous prenez les prévisions 2023,
dans lesquels il est inclus le fait que l'activité ralentisse, du coup le chômage remonte, du coup l'inflation s'atténue, alors on voit qu'un taux maximal ou un taux, on va dire, le taux d'échéance sur le Fed Fund pourrait être aux alentours de 4,5, quelque chose comme ça. Si maintenant vous prenez le scénario avec les niveaux de fin de cette année, vous voyez qu'en fait, il faudrait qu'elle monte beaucoup plus haut. Pas 4%, pas 5%, plus haut encore. Donc c'est intéressant de se dire qu'elle a peut-être besoin d'agir vite, de façon à ralentir rapidement l'économie. Il y a un indicateur sur le marché du travail, moi, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un indicateur de haute fréquence, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ouais. Et en fait, quand vous les regardez sur longue période, on n'est pas sur les plus bas historiques, mais on est très proche des plus bas historiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pour l'instant le plein emploi qui fait partie du mandat de la Fed, il est au-delà. Et d'ailleurs, le président de la Fed a dit, le marché du travail est trop fort. Donc, elle est là, c'est presque en la limite relativement simple. Elle doit y aller. C'est vraiment, que ce soit sur l'inflation, elle peut y aller pour l'instant sans risquer encore de compromettre son objectif de plein emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de se dire, c'est pas forcément un mauvais moment. Et puis, il y a un dernier élément, je ne sais pas si ça jouerait, mais on ne doit pas oublier qu'on a les midterms. Le 8 novembre, c'est peut-être mieux. On a beaucoup parlé de la politisation du sujet de l'inflation, un peu donc, partout et aux États-Unis comme ailleurs. Mais qu'est-ce qui peut espérer ? Le gasoline n'arrête pas de baisser à la pompe aux États-Unis, les prix spot des matières premières reculent. De ce point de vue-là, il a déjà le mieux qu'il pouvait obtenir, Joe Biden. Oui, mais on va dire que c'était plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la Fed, on est en septembre, donc si elle agit maintenant, la prochaine réunion est en novembre. Je comprends. Oui. Ça risque d'être plus compliqué, de faire très 100 points agressif. De base, 1er et 2 novembre. Oui. Voilà. 48 heures avant les midterms. Voilà. Ce serait un peu compliqué. Ça risque d'être... Donc c'est pour ça que peut-être elle peut vouloir l'anticiper. Et puis de l'autre côté, en dehors du fait de créer l'impression qu'elle perd tout contrôle, bon... Mais pour 25 points de base, ça vaut le coup de prendre le risque de générer un questionnement, une interrogation. Je ne sais pas si ça générait... Vous savez, il y a 2 jours, Larry Summers disait oui, elle devrait faire... Enfin, il y a de plus en plus... Il dit entre 50 et 100, je choisirais plutôt 100. Mais c'est un bon débat, parce que Elon Musk, lui, dit il faut qu'il drop de 25. Non, mais je ne sais pas... Non, mais voilà, le scénario central pour nous, comme pour le marché, reste qu'elle ferait 75. Mais bon, ce ne serait pas aussi choquant que ça, de mon point de vue, qu'elle fasse 100. Oui, un mot rapide sur ce débat le qui est un peu crocodilien, mais... Notre scénario, ça reste aussi 75. C'est le scénario qui est aujourd'hui escompté. Simplement un mot sur les 100 points de base, c'est que quand on regarde la trajectoire récente des taux d'inflation, il y a quand même un début de détente sur les prix de l'énergie, sur l'inflation totale. L'inflation sous-jacente, il y a le sentiment qu'on n'a pas atteint le pic, mais qu'il y a des indices qui montrent que ça va commencer à ralentir d'ici la fin de l'année, lentement mais sûrement. La Fed peut être un peu forward-looking quand même. La question, c'est pourquoi accélérer maintenant le pas de la normalisation monétaire. 75 points de base, c'est déjà au sens historique du terme des pas qui sont très importants. Elle pourrait recommencer à faire 75 points de base la fois d'après si besoin. Donc il n'y a pas de... Je suis d'accord, à mon sens, il y a plus d'inconvénients à le faire que d'avantages, mais ça reste... Et comme il y avait des défenseurs du 50 points de base, au final, je pense que le consensus au sein du FOMC, ça va être d'être sur le consensus de marché. Et la vraie question, c'est le taux terminal. C'est jusqu'où ils vont. C'est ça le sujet. Nous, notre sentiment, c'est qu'ils vont à 4,5. Mais c'est ça la vraie question. Il a beaucoup évolué encore ces derniers temps. C'est à ça que pourrait servir le fait de faire 100. Ce serait à baisser un peu le taux terminal. Puisqu'on est dans les questions de marché, là, le concept de pivot de la Fed, comment vous le définissez, vous, Frédéric ? Ça, je laisse aux économistes. Le pivot, c'est pour vous le moment où la Fed arrête de faire 75 points de base. C'est le moment où elle signale qu'elle atteint le taux terminal. C'est le moment plus lointain où elle peut signaler peut-être de nouvelles baisses de taux. C'est quoi le pivot de la Fed ? Honnêtement, aujourd'hui, il est déjà très difficile à maintenir parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Donc, honnêtement, je pense effectivement c'est au moment où il y aura des signaux inflationnistes, justement sur le corps inflation. D'accord. Des surprises à la baisse sur le corps inflationniste ? Mais je répète, c'était mon message aussi la dernière fois qu'on s'est vu. Pour moi, globalement, alors... Je ne parle pas que du corps, mais globalement, le pic d'inflation est derrière nous. Il y a certaines parties du corps, et notamment sur l'immobilier, qui sont en train de se retourner. Donc, je pense effectivement que ce point pivot n'est peut-être pas si loin
qu'on l'imagine. Ça va être la vélocité finalement du ralentissement et de finalement l'aboutissement de Ils ce que regardent je l'inflation réalisée, c'est ce qu'ils nous disent. ouais. On regarde pas, on n'est pas forward-looking. On ne regarde pas les indicateurs privés qui nous disent que les loyers sont en train déjà de décélérer peut-être aux États-Unis. C'est dommage parce que s'ils l'avaient été, ils auraient été peut-être pas aussi en retard au départ. Oui, Didier. Oui, pivot, ça dépend ce qu'on appelle. Le pivot, c'est pas l'inversion du mouvement monétaire avec une coupe des taux d'intérêt. Ça, ils ont été extrêmement clairs. Il y aura un long plateau. Les investisseurs pensaient qu'il y aurait des baisses de taux l'an prochain, en 2023, il y a encore quelques temps. Mais oui, pour l'été. C'est ça qui a généré. Et là, Jackson Hole était extrêmement clair. Après cette normalisation monétaire, il y aura un long plateau parce que ça va prendre du temps de ramener l'inflation sous-jacente dans les clous. Ça, c'est un premier élément. Par contre, maintenant, le pivot, ça peut être en effet à la marge. Le début d'un ton un peu plus accommodant que celui qu'ils ont eu au cours des dernières séances. Alors avec ralentissement des pas de montée des taux d'intérêt, et puis le fait qu'ils peuvent se dire, à un moment donné, on approche du taux neutre ou du point auquel on va faire... Ça, on peut très bien, par des speeches de politique monétaire, indiquer au marché qu'on n'est pas loin du taux neutre et d'une pause monétaire, et si tel est le cas, ce sera perçu par les marchés comme un pivot. Ouais, c'est un moment important, parce que le pivot, c'est un concept de marché plus que de banquier central à ce stade, Jeanne. Mais oui, ça va être un moment important pour le marché, à définir d'ailleurs, pour vous aussi. Il y a deux pivots, et le premier pour moi c'est la fin de la remontée des taux. Ça, c'est le premier pivot pour les marchés, qui aura d'autant plus d'importance que si on regarde la façon dont les marchés ont anticipé la remontée des taux sur la partie 0-2 ans, ça a été colossal. Cette année, c'est inédit. La vitesse, c'est-à-dire que le resserrement... Le 2 ans est à 4%. Oui, mais même au tout début. C'est-à-dire que le resserrement s'est opéré avant que la Fed remonte ses taux sur le 0,2. On pourrait très bien imaginer que lorsque la Fed signale l'arrêt de la remontée du taux d'effet de Fed, que la correction se fasse relativement rapidement sur la partie 0,2 ans. Donc, qu'il y ait un assouplissement des conditions financières. Donc ça, c'est très important. Après, il y a quand est-ce que la Fed va nous signaler que c'est bon. Et là, moi, il y a 3 indicateurs. On regarde bien sûr si l'inflation au cœur... comme elle dit, est sur les rails, peut-être probablement pas à 2, mais en tout cas sur les rails. L'autre indicateur très important, c'est si on revoit une remontée significative des inscriptions hebdomadaires au chômage dont on parlait. Et le dernier élément, historiquement, la Fed a commencé, ou la Fed en général est en baisse de taux, donc là c'est un peu plus loin que le pivot, en particulier dans les périodes où il y a une récession sur les bénéfices des entreprises, quand il y a une contraction des bénéfices. Elle ne regarde pas si le marché baisse, les relations profondes, mais... donc, on n'est pas loin. Honnêtement, on n'est pas loin sur 2023. On n'est vraiment pas loin. On est vraiment à la frontière. Et je pense que d'ici un mois, dans les projections, ça sera vraiment inscrit sur une contraction. Et c'est dans le marché, ça, enfin l'idée que pas encore. D'accord, parce que le consensus, on regarde le consensus des analystes, mais personne s'aveugle avec le consensus des analystes quand on est intervenant sur le marché. Donc ça, c'est pas encore dans le marché. Pas encore. Finances publiques, j'aime bien votre nouveau titre d'ailleurs, Didier, responsable de la recherche sur les politiques macro. Ce phénomène, je reprends le phénomène de durcissement monétaire global, rapide, intense, généralisé, ça fait remonter les taux évidemment, c'est le but. Est-ce qu'il faut qu'on commence à parler de la question de la soutenabilité des trajectoires de finances publiques, en tout cas du service de la dette? Les charges d'intérêt de la dette ont déjà commencé à augmenter, vont encore augmenter fortement. Est-ce que on peut quantifier un peu cette situation? Est-ce qu'on est encore dans les clous? Est-ce qu'on est déjà, pour certains pays, au-devant de problèmes? Et comment l'équation se résout? C'est-à-dire que j'ai du mal à résoudre l'équation sans passer par une case bras de fer entre les marchés et les États, ou bras de fer entre les banques centrales et les États, de ce point de vue-là. Non, déjà, il y a un conflit d'objectifs entre banques centrales et gouvernements, de facto, puisqu'ils vont pas tirer dans le même sens. Deuxièmement, en effet, la politique monétaire est surcommentée. C'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est en effet quid des politiques budgétaires, notamment en Europe. Et ça, dans les années qui viennent. Je parle une fois qu'on sera sorti de la guerre en Ukraine. Et quid des politiques budgétaires, parce qu'en effet, on va finir cette crise avec des taux d'intérêt plus élevés, des charges de la dette qui ont bénéficié au cours des dernières années des taux d'intérêt très faibles, qui ont fait baisser les charges de la dette malgré la montée des stocks de dette. On va plus pouvoir faire des politiques de quoi qu'il en coûte. Il y a encore une douce illusion dans les pays européens sur cette idée de protection complète des ménages ou des hausses de prix de l'énergie. Et par conséquent, on va vers des politiques budgétaires un peu plus dures en sortie de crise.
hein. Et ça peut on sait pas faire. Il va falloir savoir faire parce qu'il y a quand même un pacte de stabilité qui est en train d'être vu. Il y a des modalités ou des possibilités techniques, possiblement, je pense, au moment où il va falloir réfléchir sur l'aspect du financement de la transition énergétique par les autorités publiques. Il y a des possibilités d'entente à l'échelle européenne sur le fait de financer ça à l'échelle européenne par des émissions conjointes, etc., et des achats de la Banque Centrale Européenne. Ça fait partie du domaine des possibles, mais ça sera au prix de grosses conditions. Si on veut aller vers ça, pour ne pas sacrifier sur l'autel des finances publiques la transition énergétique, il y a des possibilités de le faire, mais il va falloir être très rigoureux sur les finances publiques, sur les dépenses de fonctionnement. Il va falloir suivre certaines règles qui ne seront pas une règle. Il n'y aura pas de règle budgétaire universelle en zone euro, même si on garde le 3%, de 60% sur les métriques de finances publiques avec le pacte de stabilité. Fondamentalement, on va vers quelque chose de plus granulaire. Ce n'est pas encore arrêté, mais au sein de l'Europe, on va vers quelque chose de plus granulaire en termes de règles budgétaires, avec plus de degrés de liberté au niveau de chaque nation, mais elles devront de toute façon rendre des comptes sur les dépenses de fonctionnement, le respect de cela, etc. Sinon, il n'y aura jamais de cohésion à l'échelle européenne et de capacité de relever le défi de la transition énergétique, parce que ça aussi, c'est quand même ce qui vient au-delà des problématiques monétaires. L'Allemagne, qui voit son modèle exploser, trouvera l'intérêt à ce genre de compromis que vous esquissez. L'Allemagne a une crise de modèle quand même importante, hein, parce que on voit bien que l'automobile est en crise. Je veux dire, il y a moins de débouchés du côté chinois. Elle a une crise énergétique sans précédent. Donc l'Allemagne va être la première. Mais en revanche, je crois qu'il va falloir regarder la situation des finances publiques de chaque pays. Et ça, il y a eu quand même beaucoup de papiers sur ce point. Hein. Je veux dire, ça sert à rien d'appliquer la même règle à tous les pays. Hein. Il faut regarder le solde primaire, les charges de la dette, la croissance potentielle, l'évolution démographique. Il y a toute une batterie de critères à regarder pour jauger de ce qui est faisable État par État. Mais il y a des États qui vont devoir faire leur travail et faire davantage de réformes et contrôler certaines dépenses de fonctionnement, afin de pouvoir faire des vraies dépenses d'investissement dans l'économie verte, dans la transition énergétique, et avec potentiellement des possibilités d'agir à l'échelle européenne. Si on veut vraiment agir à l'échelle européenne sur la transition énergétique, il va falloir que les États s'occupent sérieusement de leurs finances publiques. Donc en sortie de crise, sûrement pas dans les 12 mois qui viennent, il va falloir s'attendre à une montée sans doute de la pression fiscale dans certains États. Il n'y aura pas le choix. Hein. Donc, sinon, on va vers un délitement de la zone euro. Donc il y a un accord de cohésion au sein de la zone euro, il va falloir respecter certaines règles. Ça va revenir sur le devant de la scène très vite en sortie de crise. Le risque à moyen long terme, et puis quand même le risque à court terme, là, sur les finances publiques, est-ce que ça peut redevenir un sujet ? Ça ne l'a pas été pendant 10 ans. Parce que la BCE accommodait tout ce qui passait, y compris la crise Covid, qu'elle a massivement accommodé. Là, la BCE, dernière réunion, Christine Lagarde appelle à des politiques fiscales budgétaires beaucoup plus ciblées, beaucoup plus mesurées, parce qu'elle sous-entend que là, c'est pas notre guerre, c'est pas notre crise. On va pas accommoder aussi directement, à coût de 50 milliards tous les 6 mois, les factures énergétiques des ménages et des entreprises. C'est pas récent que les banquiers centraux aimeraient bien redonner la main aux États. Ils essayent. Alors, je dirais simplement que les problèmes de déficit budgétaire globalement des finances publiques, on en retrouve trace quand même dans l'inflation structurelle qui s'installe. Et à mon avis, c'est en partie aussi dans la remontée des taux qu'on a aujourd'hui. Je suis toujours intéressée quand je vois que, certes, quand vous regardez la remontée des taux nominaux, vous avez bien une partie qui est liée en Europe, pas aux États-Unis, sur l'année, qui est liée à la remontée des anticipations d'inflation, mais vous avez une grande partie qui est la remontée des taux réels. Donc, vous avez bien quand même une prise en compte, on va dire, globalement, du fait qu'il y a une dégradation. Maintenant, en sortie de crise, pour reprendre le terme du dit, parce qu'il faut que la crise soit terminée, on peut se dire que si on a une sortie de crise que j'appellerais par le haut, autrement dit, on se retrouve avec une croissance qui est pas celle qu'on avait pendant les années entre guillemets déflationnistes. Donc on revient sur des croissances un peu plus solides et surtout sur un niveau d'inflation entre guillemets un peu plus normal. C'est-à-dire qu'on revient sur des croissances nominales qui sont un peu plus gérables et qui peuvent soutenir une dette un peu plus importante que lorsqu'on était en période désinflationniste. Donc c'est très important de savoir si, dans ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la conjonction des resserrements ne va pas créer un choc plus important que voulu. Le risque, c'est que
si c'est vraiment trop, ce qui n'est pas aujourd'hui mon opinion, mais si vraiment c'est trop, c'est qu'on reparte en période désinflationniste derrière. Et là, on se retrouve sur une situation qui est inextricable parce que les banquiers centraux sont obligés de revenir, etc. Maintenant, si les banquiers centraux ont réussi en fait à nous sortir de la période à caractère déflationniste, c'est mieux, y compris pour les finances publiques. J'entends. Ça sera fait à coup de crise et de choc effectivement très violent. Écoutez, on aurait préféré une sortie plus douce de la déflation, de la désinflation. On peut toujours souhaiter les scénarios. je suis d'accord. Les Américains appellent ça les scénarios boucle d'or. Moi, j'aime bien, mais bon. Ça n'existe que dans les livres pour enfants et les contes de fées, c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est comme le soft ending. Oui. Frédéric, si on avance un peu peut-être, je sais pas, sur les marchés actions, les actions européennes, c'est la question qui en veut, plus personne n'en veut. Est-ce qu'on trouve des arguments quand même pour défendre un peu le cas Déjà d'un point de vue technique, ça a été repris plusieurs fois, les institutionnels ne sont plus présents sur le marché. Historiquement, ils n'ont jamais été aussi peu présents, ce qui est compréhensible. En Europe, pour un Américain, les chars russes sont quasiment au bord du périphérique. Non, mais c'est réellement comme ça qu'il le perçoit. On a une incertitude, là, c'est aux économistes de nous le dire, mais on va regarder le thermomètre tous les jours pour savoir quelle va être la conséquence éventuellement d'un froid polaire qui arriverait et qui empêcherait l'Allemagne de produire, ou voilà, en tout cas les pays où il y a encore de la production industrielle. Donc on se retrouve il y a les élections en Italie, donc il y a plein d'incertitudes aujourd'hui, clairement sur la zone euro, pour investir, pour un investisseur institutionnel, ce qui explique ce gros niveau de cash qu'on a historique. Sur les États-Unis, bien sûr, il y a l'incertitude sur la politique de taux d'intérêt, d'inflation, les mid-terms, donc qui fait que pour l'instant on a l'impression qu'on est un peu figé. L'arme au pied. Ouais, on est une sorte de corridor. Il y a plein de facteurs qui poussent à acheter des actions. La valorisation n'est pas excessive. Les taux de marge sont des niveaux records, même si on sait que ça va baisser. Les valorisations V sur EBITDA, on est à 7 fois sur le Paris, par exemple. Le private equity, ça gêne personne d'acheter 11 fois. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a plein de raisons d'investir sur le marché, mais on ne le fait pas parce qu'il y a énormément d'incertitudes. L'incertitude, c'est l'ennemi de l'investisseur. Et donc, tant qu'on est dans ce degré d'incertitude, voilà, il y aura des problèmes pour... Il n'y a pas de flux à attendre. Il n'y a pas de flux à attendre. Par contre, ces institutionnels, à un moment donné, ils vont devoir revenir. Alors, on sait que la période septembre-octobre, historiquement, en saisonnalité, c'est pas forcément la meilleure période. Octobre, décembre, c'est plutôt bon. Donc, moi, je suis assez convaincu que là, on va vivre quelques jours, peut-être quelques semaines un peu difficiles, mais qu'il y a quand même des facteurs d'espoir pour après. Concernant la hausse de taux, ça va être très intéressant parce que comme le marché est en train de pricer 100 points de base, on va dire donc 25, pour la Fed, 25%. Ouais. Je regardais un peu des niveaux techniques sur le Nasdaq. Si c'est 75 points de base, je suis assez confiant sur le fait qu'on ait un rebond assez significatif sur les valeurs technologiques américaines. Voilà, ça va peut-être pas durer. On va peut-être avoir un effet effectivement de balancier, mais je pense qu'il y a plein de signaux comme ça sur des grands acteurs. Un petit rallye de soulagement. Oui, des acteurs, par exemple, très tendus à la vente, des Google, des Microsoft, par exemple, des titres qui sont plutôt de qualité. Microsoft a montré avec ses résultats plutôt assez résilients. Je pense qu'on arrive à un seuil assez intéressant d'investissement. Alors par contre, bien sûr, la fenêtre de tir, elle est peut-être uniquement d'un mois. Donc voilà, je pense que le marché va être un peu en sinusoïde. Et le vrai indicateur, je pense, ça sera cet indicateur d'inflation sur la Fed. Et quand le marché va percevoir qu'on arrive peut-être au bout du resserrement monétaire, en tout cas anticiper une sorte d'échéance, je pense qu'on sera délivré, et ça, je pense que c'est plutôt vers la fin d'année. Ça veut dire que donc, cette logique de range que vous décrivez, en attendant d'y voir plus clair et en espérant qu'on en sorte par le haut, ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, les points bas qu'on a vus fin juin, début juillet, c'est des points bas, en tout cas déjà solides, et qu'on n'est pas prêt de revoir, en tout cas en l'état actuel des choses. Et je ne dirais pas ça, mais en tout cas, c'est des points bas qui devraient nous servir de rebond potentiel. En tout cas, clairement, voilà. C'est des vrais points bas déterminants. Oui, même, je dirais 100 points de bas, c'est peut-être des points bas typiquement qu'on va tester, mais sur lesquels on va rebondir très fortement. Voilà, c'est un peu mon sentiment sur les prochaines semaines. Mais il faut être clair, il faut être transparent, il y a énormément d'incertitudes. Et je vous le dis, le scénario d'un moins 10 au mois de décembre en Europe, c'est pas la même chose qu'un plus 10, vous voyez. Donc voilà, il faudra tenir aussi compte de tout ça. Et là, les ouragans qui arrivent, notamment en Atlantique, sur le pétrole, peut aussi avoir des conséquences relativement importantes. On se rappelle ce qui s'était passé notamment en Nouvelle-Orléans il y a quelques années.
parmi les risques du moment, le risque italien, j'en ai assez peu parlé parce que le sujet s'est assez peu invité et que le stress de marché semble pas exagéré quand on regarde le spread italien. Didier. A priori, le gouvernement qui arrivera au pouvoir, c'est l'extrême droite qui va gagner, mais fondamentalement, ils sont beaucoup moins anti-commission qu'ils ne l'ont été parce qu'ils savent bien qu'ils vont bénéficier des fonds qui viennent du Next Generation EU. Ils n'ont aucune velléité de prendre de front la Commission européenne. Donc, on va avoir en politique nationale, sur des aspects d'impolitique, des éléments d'extrême droite, très clairs. En revanche, pour ce qui est de la politique ou des conditions à respecter pour avoir les versements des fonds du NGEU, on aura plus d'engagement à respecter certains... Alors, pour l'instant, nous paraît aujourd'hui le plus probable. Donc, pas de crise de la dette du côté italien. En plus, il n'y a pas de dérive à court terme du ratio dette sur PIB du fait de PIB nominal. Je crois qu'ils maintiennent un petit excédent courant encore. C'est la beauté du dénominateur, avec un PIB nominal qui croît. Donc, il n'y a pas péril en la demeure à court terme pour l'Italie. Par contre, il y a une problématique d'engagement du prochain gouvernement, de respect de certains... et de les faire, de faire certaines réformes. Donc là, on a déjà un beau spread qui s'est établi entre l'Italie et l'Allemagne. Il n'y aura aucune velléité, évidemment, de la Banque Centrale Européenne d'intervenir si l'élargissement du spread il est lié à des déclarations politiques qui ne sont pas en ligne avec les engagements pris par le passé. C'est clair là-dessus. Donc il faut être extrêmement prudent sur le plan politique. On a les élections là, on sait qu'un gouvernement peut mettre un mois avant d'être créé. Donc attendons de voir comment il gère la situation sur le plan politique avec le prochain ministre de l'économie, etc. On ne s'attend pas à autant de bruit qu'on aurait pu s'attendre dans ces conditions-là. C'est-à-dire avec un gouvernement populiste qui arrive au pouvoir. Ce ne sera pas aussi évidemment vertueux qu'avec Mario Draghi, ça tout le monde le sait, mais il n'y a plus du tout d'Italexit, etc. Je pense que le gouvernement italien a bien en tête qu'il est gagnant avec l'argent de l'Europe. Oui. Avec les fonds européens. Il y a des conditions de déboursement de ces fonds européens. Donc, il y a du réalisme économique aussi. Même les populistes ne crachent pas sur l'argent. Mais il y a déjà des déclarations entre guillemets encourageantes sur le fait qu'ils vont respecter certains engagements. Le marché s'habitue au populisme à la montée, on l'a vu, Suède, demain Italie. Oui, non, enfin, c'est une situation qui devient une situation, un new normal pour les investisseurs. J'ai l'impression que c'est aussi... ça peut-être se lire comme étant une des retombées des 10 ans de quasi-déflation ou de lutte contre la déflation. Les banquiers centraux, je ne peux pas dire les banquiers centraux avec des politiques tout à fait exceptionnelles ont évité ce que les précédentes déflations ont provoqué, c'est-à-dire des guerres, déflation et guerre. Donc on a évité, mais il reste quand même qu'il y a eu une grande difficulté, je pense, dans les populations, c'est de se dire que la vie des générations futures serait plus difficile que la leur. Et ça crée des frustrations qui, à mon sens, sont profondes et qui sont assez générales un peu partout. Donc oui, je pense qu'on va s'y habituer, le marché s'y est habitué. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il y a eu aussi peut-être du côcôté de la politique économique, les politiques monétaires ont beaucoup enrichi les détenteurs de capital. Et c'est une des fonctions des politiques et donc ça accommodantes. Des inégalités, pas de revenus, des inégalités de patrimoine. Il y a cette perception d'être laissé sur le bord de la route de segments entiers de la population dans tous les pays européens. Et ça peut être un vecteur aussi. Mais c'est ça la déflation. Ça enrichit les rentiers ça défavorise les emprunteurs, donc les jeunes. À propos d'inégalité, un mot de Porsche. Entre Renault et Ferrari, où est-ce que vous mettez Porsche IPO de Porsche, donc un petit rappel très très rapide, la holding de tête du groupe Volkswagen, c'est Porsche. Attention, c'est Porsche Holding. Volkswagen se trouve en dessous et Volkswagen va détacher en IPO Porsche. Porsche AG. AG, voilà. Et même le nom est un peu plus complet, docteur. Oui. Bon, bref, on va passer là-dessus. Pour l'instant, ça a l'air d'être un succès. En tout cas, a priori, on est en surallocation. C'est une opération massive qu'on n'a pas connue depuis l'histoire de Glencore. Donc, ça, c'est vraiment pour dire l'ampleur de l'opération. Porsche, c'est une vraie pépite. C'est des taux de marge supérieurs à 20. Donc, dans le groupe Volkswagen, on a Lamborghini qui doit être à 30 de marge. Le groupe en lui-même, c'est 8. Et donc, vous voyez, Porsche, c'est vraiment, pour le coup, la boîte à cash du groupe. Alors, ce qui va être intéressant, bien sûr, dans cette introduction, c'est que pour les actionnaires de Volkswagen, il y a une partie conséquente, c'est 9 milliards qui va remonter directement à l'actionnaire en termes de rendement en dividende.
Donc, qui va être distribué l'année prochaine. Donc là aussi, c'est Volkswagen, pour le coup, peut-être moins attractif du fait de la sortie de Volkswagen, mais pour le coup, Porsche, avec un rendement qui va être dividende exceptionnel. Voilà, on va être à 10% à mon avis de rendement l'année prochaine. Donc c'est une belle opération qui va se finaliser le 29 septembre. Porsche reste extrêmement attractif, a montré par le passé sa résilience, même pendant la période de Covid. Je vous dis, avec des taux de marge qui ont eu tendance même à augmenter, puisqu'ils ont un vrai pricing power. Et on l'a vu, c'est 5% grosso modo des véhicules vendus par Volkswagen, mais c'est 5 milliards de... C'est la rentabilité globale. Donc ils ont raison d'y aller, ils ont raison de forcer un peu, il n'y a même pas besoin de forcer. Tout à fait. En plus, donc l'opération est sécurisée aussi par les gros actionnaires, qui sont par exemple le Qatar, qui est actionnaire à hauteur de... Il y a quoi, Fonds d'Abu Dhabi, il y a tous exactement. Le souverain norvégien. Exactement, la plupart des gros institutionnels y sont, donc c'est une opération qui va bien se dérouler. Voilà, après, la question qu'on se pose là-dessus, c'est Porsche, l'électrification de Porsche, voilà, à l'avenir. Voilà, on a vu Ferrari aussi bouger un petit peu sur ces sujets-là. Donc voilà, ça va être le sujet de demain, c'est est-ce que oui ou non, l'attrait de Porsche est le même lorsque le Porsche sera tout électrique. Oui. Il travaille sur le bruit du moteur. Oui, pour rendre je crois que c'est un facteur clé d'achat pour une Porsche ou une Ferrari. Et la subtilité de cette opération a été introduite 911 millions d'actions, parce que vous voulez avoir le 911 qui apparaît, qui est le modèle emblématique de la marque. À suivre. Donc, fin closing du deal, c'est le 28 et première négociation sur le marché allemand le 29 septembre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rosier, Mirabeau, Didier Borowski, Amundi Institute et Jeanne Asraf-Biton, BFT IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'industrie spatiale et de l'industrie des satellites. Plus précisément, nous en parlons avec Thomas Coudry, analyste chez Bryan Garnier, à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'industrie des satellites qu'on connaît pas forcément encore tous très très bien. C'est une industrie qui n'est pas naissante, mais qui est peut-être en plein boom aujourd'hui. Alors parmi les événements d'ailleurs un peu globaux qui montrent la dimension que prend cette industrie aujourd'hui, il y a le World Satellite Business Week à Paris cette semaine, c'est ça. Il y a un sommet, l'IAC, je ne sais pas ce que c'est vous qui me l'avez signalé, la semaine prochaine. Donc il y a des grands sommets mondiaux autour du développement de l'activité de l'industrie des satellites. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine, sachant que voilà, vous avez fait un gros travail en profondeur là chez Bryan Garnier pour creuser spécifiquement ce secteur d'activité. Oui, tout à fait. Je pense qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le sujet, déjà que ça bouge beaucoup. Voilà, c'est quelque chose. On peut s'imaginer quelquefois les satellites, c'est loin. C'est vrai, en effet, c'est un peu loin. C'est stationnaire, mais c'est de moins en moins loin, justement. Oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'écosystème. Alors, du spatial au sens large, mais en particulier sur des constellations de satellites. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de ruptures technologiques et de montée de nouvelles concurrences. Alors, évidemment, on ne peut pas parler des satellites sans parler d'Elon Musk, de son Starlink, mais demain d'Amazon qui va arriver. Et tout ça, voilà, crée un environnement totalement différent qui forcément va un peu aller challenger les acteurs établis du secteur que sont le leader SES ou Eutelsat, mais aussi bien sûr les Américains et l'ensemble des opérateurs satellites. Qui vient bouleverser l'écosystème historique de l'industrie des satellites. D'ailleurs, Eutelsat, SES, comment est-ce qu'ils réagissent stratégiquement aujourd'hui à cette montée d'une intensité concurrentielle nouvelle dans leur domaine ? Alors Eutelsat, c'est très simple. On l'a vu cet été. Comment ils réagissent ? Ils se disent on va racheter une de ces constellations basse orbite de nouvelle génération, le LEO, le terme LEO, Low Earth Orbit. Voilà, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Dont un des plus importants représentants aujourd'hui s'appelle OneWeb. Voilà, donc OneWeb, c'est un des concurrents de Starlink. Alors tout ça, on est encore au début de tout ça. D'ailleurs, OneWeb n'est pas encore complètement entré en service commercialement parlant. Mais voilà, Eutelsat, c'est très simple, ils disent on a besoin de cet actif-là, on rachète, on se positionne pour acheter OneWeb sur une valorisation de 3,4 milliards de dollars, de dollars en effet, ce qui n'est pas négligeable, on va le dire comme ça. Alors, n'oublions pas qu'au capital d'Eutelsat, il y a l'État français qui pèse, donc voilà, il y a des enjeux
long terme, stratégique. Souveraineté, c'est des mots qui sont importants là, dans ce genre de plus en plus importants aujourd'hui dans le spatial. Et quand on parle de ces nouvelles constellations, il y a eu un coup de projecteur sur Starlink à l'occasion de la guerre en Ukraine, qui a mis en évidence peut-être de manière insoupçonnée l'importance stratégique que pouvait revêtir ce type de constellation demain. Donc Eutelsat, à la question comment ils réagissent, voilà, ils rachètent. Je rappelle juste, Elon Musk, voilà, on met en activité notre réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine pour vous permettre de rétablir toutes vos connexions, téléphoniques. Et comme il y a beaucoup de satellites, il y a une forte redondance, une forte résistance aux attaques, etc. On sait qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a eu un certain nombre de réseaux satellitaires qui ont été attaqués. En l'occurrence, Starlink a prouvé sa résilience, en tout cas dans ce contexte-là. SES, si on prend les deux dont on parle aujourd'hui, SES, qu'est-ce qu'ils font face à ça ? Écoutez, pour l'instant, on attend. Eux avaient déployé depuis longtemps, ils avaient été un peu en avance là-dessus, une constellation, on va dire, qu'on appelle MEO, donc qui est elle aussi en orbite relativement basse, qui permet notamment d'avoir des niveaux de latence très, très, très performants. Donc eux, en fait, misent pour l'instant sur la nouvelle génération de cette constellation-là. Ils sont un peu les seuls à avoir fait ce pari de cette technologie, la technologie MEO. Donc il y a la nouvelle constellation mPOWER, SES, qui va rentrer en service prochainement. Donc aujourd'hui, ils misent là-dessus. Que va faire SES plus largement ? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aller vers la technologie LEO ? Nous, on le pense, mais certainement avec des CAPEX associés. Est-ce qu'ils vont se positionner pour se renforcer sur un rachat, une fusion avec un autre opérateur ? Il y a eu des rumeurs cet été d'une éventuelle fusion avec Intelsat. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations stratégiques qui sont ouvertes aujourd'hui pour les opérateurs satellitaires. Ouais, les choses ne sont pas figées à ce stade. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur quand on regarde le cycle de cette industrie ? On est dans des phases là où les capex à déployer vont être importants, très importants, massifs. Dans une phase où on n'a pas encore forcément identifier ou en tout cas adopter les standards de demain. Il y a encore une question sur du standard technologique de demain. C'est un des vrais... ce sujet des CAPEX est un des vrais risques que nous on voit dans le business case de ces opérateurs satellitaires, peut-être un peu par analogie avec ce qu'on a connu sur les opérateurs terrestres, avec cette concurrence qui monte et ces ruptures technologiques. Quand on regarde un Eutelsat en particulier, c'est une entreprise très profitable qui génère ou qui générait beaucoup de cash flow, qui versait un dividende généreux. Et avec le rachat de OneWeb, on a un changement radical en fait du profil de la société, qui devient une société qui va s'endetter plus lourdement, qui va avoir des cash flows négatifs pendant un certain nombre d'années, qui va financer avec ces cash flows, on va dire historiques, la croissance d'une activité comme celle de OneWeb. Donc il faut acheter, on va dire, l'investment case à beaucoup plus long terme, en espérant que l'ensemble de ces capex mis dans cette nouvelle constellation vont porter leurs fruits. Donc on est sur un cas d'investissement qui est radicalement différent, beaucoup plus risqué à notre sens, et qui peut laisser un peu quelques actionnaires minoritaires un peu sur le côté, parce que ceux qui ont investi sur du dividende, sur du cash flow chez Eutelsat, ils se retrouvent sur une compagnie sur une société qui n'a plus le même profil. Sur SES aussi, on a un bon niveau de génération de cash, des bons dividendes. Voilà, on est aussi sur ce type de profil de société, même s'ils étaient un petit peu moins généreux que Telsat par le passé. Mais là, encore une fois, pour reprendre le point, la question est posée sur l'avenir de est-ce qu'ils ne vont pas devoir réinvestir un petit peu plus que prévu, comment leur stratégie MEO va s'adapter à la concurrence d'Aléo. Voilà, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur le secteur et donc sur les impacts financiers de ces opérations. Oui, c'est-à-dire que sur le plan boursier, on ne peut pas les traiter comme des boîtes de croissance, par exemple. Il y a la question du cash flow, du rendement, là, tout de suite, qui se pose pour les investisseurs, c'est ça ? Nous, on est assez prudents, pour dire comme ça, sur le secteur aujourd'hui. Clairement, il y a beaucoup d'incertitudes et on pense qu'il
il faut peut-être attendre un petit peu avant de se précipiter, même s'il y a des opportunités attendues sur le marché en termes de croissance de l'Internet satellitaire. C'est vrai qu'on a tous aujourd'hui toujours envie d'être connectés avec un bon niveau de débit, etc., qu'on soit dans l'avion, faire une croisière, dans sa résidence secondaire. Donc tout ça, ça porte des espoirs d'accélération de la croissance du marché de l'Internet satellitaire. Il y a encore beaucoup de trous à combler, effectivement, dans ce maillage. Il y a encore beaucoup de trous. Donc il y a un marché à prendre. À quelle vitesse il va croître, il va accélérer. Bon, ça, chacun a sa propre conviction là-dessus, mais il y a clairement un marché à prendre. Le sujet, c'est quelle est la techno, quels sont les acteurs qui vont prendre ce marché-là, avec quel niveau d'agressivité sur les prix, parce qu'un Starlink, on pense, va être relativement agressif, alors qu'il se fasse des parts de marché. Donc c'est ce jeu-là qui se joue en ce moment. Oui, parce qu'il faut regarder l'intensité concurrentielle, elle est mondiale, et à commencer par celle mise sur la table par Elon Musk avec Starlink, Amazon également, mais il peut, je ne sais pas si le parallèle est très heureux, mais il peut reproduire avec Starlink le coup qu'il a fait avec Tesla. Alors avec le génie marketing qu'on lui connaît, il en a fait la promotion, mais est-ce qu'il peut être, en étant le premier sur le marché, gagner une première phase de la course de vitesse avant que les choses se rééquilibrent? On voit bien que dans l'automobile, la concurrence se met aussi en ordre de marche et que Tesla n'est plus la seule option électrique aujourd'hui sur la planète, mais quand même, l'avance gagnée est considérable. Alors, il a une avance, clairement, aujourd'hui. Il est le premier à avoir une constellation Léo aussi opérationnelle, aussi développée. En fait, ce qui est un petit peu spécifique, et peut-être que l'analogie avec la voiture électrique, pas totalement, c'est que, en fait, alors déjà, il a besoin de la puissance publique derrière lui, parce que Starlink, c'est une part de SpaceX, et en fait, quand on regarde, tout ça est beaucoup porté aussi par la puissance publique, la commande publique. Donc, ça pose des questions aussi sur l'attitude que doit adopter l'Europe. Et là, on est sur des initiatives et c'est pour ça aussi qu'on est prudent sur tous ces sujets-là, qui en termes de retour sur capitaux investis, parce qu'on est sur des initiatives qui, à ce stade, ne sont pas rentables. Oui. La rentabilité, elle sera peut-être atteinte avec la deuxième génération de ces constellations, donc on se projette plutôt à 5-7 ans. Il faut en passer par ces phases de développement, et tout ça va peser sur les retours sur capitaux investis avant d'éventuellement trouver une rentabilité. Donc, faut avoir clairement les reins solides pour pouvoir financer ça pendant plusieurs années. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être venu nous éclairer sur cette industrie du satellite et cette course globale avec une concurrence évidemment mondiale dans ce secteur. On se sera focalisé sur les acteurs européens, mais la vraie concurrence, elle est aujourd'hui du côté de Starlink, de SpaceX et donc d'Elon Musk. Thomas Caudry qui était avec nous en plateau, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.